Et je cède à nouveau la parole à Monsieur le député de Johnson pour son intervention. À vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, avant d'intervenir sur le vif du sujet, sur le projet de loi 100, j'aimerais ça revenir sur les propos surprenants que j'ai entendus de la part de la députée de Vachon hier lors de son intervention sur la motion de report. Monsieur le Président, la députée de Vachon a mentionné que s'il y a des gens qui s'opposaient à une adoption rapide, puis elle a spécifiquement dit vendredi prochain, la semaine prochaine, bien, avec de tels gestes, ces gens-là allaient encourager des perturbations sociales. On pourrait être à la source de perturbations sociales, parce que c'est en nous regardant un peu quand elle faisait ce commentaire-là. Et puis, Monsieur le Président, avec tout le respect que je dois à ma collègue, et je suis sincère quand je dis ça, j'ai beaucoup de difficultés à accepter et à comprendre qu'une collègue parlementaire, on sait ici comment ça se passe, on est engagé dans des débats, on a à échanger des opinions, on a cherché à influencer un peu le cours de ce qui se fait ici en cette Chambre-là. Bien, moi, comme parlementaire, de me faire interpeller directement ou presque directement pour me faire dire que si je n'adhère pas à ce qui est devant moi, puis non seulement si je n'y adhère pas, mais dans un délai donné, là, qui est vendredi prochain, bien moi, là, puis ma formation politique, on va être une source, une cause de perturbation sociale. Alors ça, Monsieur le Président, honnêtement, moi, j'ai entendu ça comme une menace envers moi comme parlementaire, chercher à m'intimider, à m'influencer. Et puis, encore là, en tout respect de ma collègue, peut-être que ça a été malhabile de sa part, mais c'est certainement quelque chose que je veux dénoncer, Monsieur le Président. Puis je sais que le leader du gouvernement est témoin de ma requête. Les gens de la première opposition, de l'opposition officielle, sont témoins de ma requête aussi. C'est quelque chose qui ne devrait jamais, jamais, jamais se passer en cette Chambre-là, s'il vous plaît. Parce que l'histoire va nous enseigner, Monsieur le Président, que si tous les gens des 40 législatures précédentes, avec la 41e ici, si les gens avaient été toujours d'accord sur chacune des choses qui avaient été discutées ici en cette Chambre, Monsieur le Président, le Québec ne ressemblerait pas à ce qu'il ressemble aujourd'hui, ce ne serait pas le succès qu'il est aujourd'hui, le Québec, Monsieur le Président. On s'entend là-dessus. OK? Une autre chose que je veux faire, revenir encore là sur les propos de plusieurs députés, c'est que par leurs interventions, ils ont pris plaisir à souligner qu'on encourage notre formation politique par le fait qu'on peut être en désaccord avec non seulement le projet de loi qui est devant nous, mais avec l'agenda du gouvernement qui veut que ça soit adopté d'un jour qui s'en vienne. Ils vont nous dire que, dans le fond, que nous, on encourage une entreprise voyou, ça c'était les termes du député de Mercier. On encourage des entreprises qui font de l'évasion fiscale, ça c'est les termes du député de Vachon. On encourage encore là des entreprises déficientes, député de Dubuc, que je respecte beaucoup. Ce que je voudrais que ce soit très clair, Monsieur le Président, c'est qu'en aucun cas, le travail qu'on cherche à faire, c'est d'encourager une entreprise qui n'a pas pris ses responsabilités de la façon qu'elle aurait dû les prendre face au Québec. Uber ne s'est pas comporté comme un bon citoyen. Ses dirigeants ont fait preuve d'arrogance. Uber a cherché à imposer sa loi. Et puis, honnêtement, on peut lui conférer, Monsieur le Président, une longue liste de défauts et de fautes qu'ils ont pu commettre depuis qu'ils sont ici au Québec. Et puis, nous, notre formation, on souscrit à ça à 100 % Monsieur le Président. Par contre, ceci étant dit, on est vraiment dans un cas où il faut voir derrière l'arbre. Ce n'est pas un arbre qu'on a devant nous autres, c'est une forêt. Alors, Monsieur le Président, ce qui nous concerne ici, c'est oui, il peut y avoir eu des comportements, mais c'est la responsabilité d'un gouvernement, quand il s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui se passe sur son territoire qui n'est pas correct, bien d'agir. Mais qu'est-ce qu'on a fait?
Motion après motion après motion, le député de Gros, depuis des mois, demande au gouvernement d'agir. Ils n'ont rien fait. Alors, si l'action de cette entreprise-là qui ne se comportait pas bien s'est perpétuée, c'est certainement parce que ça a été encouragé par le gouvernement, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, ce qui est important de comprendre, c'est avec la dynamique qu'a amené l'émergence de technologies et de propositions innovantes comme Uber a amené, il est très important qu'on voit la forêt qu'il y a derrière l'arbre, Monsieur le Président. Puis, à ce moment-là, quand on commence à avoir une image plus large de l'impact, de la contribution de ces nouveaux modèles-là, bien, il s'agit d'avoir une volonté puis une clarté d'esprit là, d'encadrer ces nouveaux modèles-là pour qu'ils puissent cohabiter dans l'écosystème qui est déjà existant dans l'économie du Québec. Puis, qu'est-ce qu'on a à encadrer, au fait, dans ce cas-là, si on a à définir rapidement, Monsieur le Président, de quoi on parle quand on parle d'économie collaborative? On parle d'économie de partage, essentiellement. On parle de trois choses. On parle de mettre à disposition un bien que l'on possède pour quelqu'un d'autre quand ce bien est inutilisé. Alors, je n'utilise pas ma voiture pour le moment, mais je peux m'en servir pour rendre un service rémunéré à quelqu'un dans ma communauté. Ça, c'est un premier aspect de l'économie collaborative, M. le Président. Un deuxième, c'est de permettre l'accès à ce bien à quelqu'un qui ne le possède pas. Alors, je permets l'accès à une voiture que je me suis payée, à un transport, ce qui évite à l'autre de s'acheter cette voiture-là pour se déplacer lui-même. Alors, c'est une autre caractéristique de l'économie de partage. Et puis le troisième, finalement, l'économie de partage ou l'économie collaborative, c'est le principe que quiconque peut désormais entrer dans un marché et en sortir à sa guise. Fait que si on rattache ça, M. le Président, avec le fait que pour avoir l'économie de partage, l'économie collaborative, naturellement, ça prend un environnement numérique, ça prend un environnement technologique. Mais à partir du moment où, en 2016, un individu a accès par le biais d'un appareil intelligent, par le biais du numérique, a accès à une technologie X qui est investie dans un marché Y, cette personne-là peut aspirer à investir ce marché-là pour offrir un bien, offrir un service à sa guise, puis à en sortir à sa guise. Alors, dans un environnement qui serait idéal, Monsieur le Président, c'est vraiment un environnement idéal, ça serait qu'il n'y ait aucune contrainte à pouvoir entrer ou sortir. Alors, on aurait vraiment, Monsieur le Président, une utilisation maximale des ressources, puis en même temps, on aurait un ajustement de l'offre et de la demande qui serait quasiment parfaite en chaque occasion, parce que les gens choisiraient de rentrer puis de sortir en fonction de leurs besoins, en fonction de leur disponibilité, mais aussi en fonction des besoins du marché. Alors, si on comprend que c'est dans un environnement, idéalement, là où il n'y aurait aucune friction, aucune entrave et tout ça. Mais on sait très bien, Monsieur le Président, que ces technologies-là arrivent aujourd'hui et ils arrivent dans un écosystème qui est déjà existant, avec ses contraintes, avec ses acteurs et tout ça. Alors, le défi pour un gouvernement qui a de la vision, le défi pour un gouvernement qui a du courage, Monsieur le Président, c'est de se faire aller les manèges, là, puis d'être en mode collaboratif avec tous les acteurs dans la société pour arriver avec une solution, une proposition pour encadrer la coexistence entre cette technologie émergente-là et le marché qui est déjà présent, les techniques, ce qui est déjà en activité dans l'écosystème, Monsieur le Président. Si on s'arrête comme il faut, là, ça, Monsieur le Président, ça a le potentiel vraiment de révolutionner les fondements d'une partie de notre économie. D'ailleurs, mon chef, ce matin, le chef de la Coalition Avenir Québec, mentionnait que d'ici une dizaine d'années, je crois, ils disent qu'il va y avoir 50 de l'économie qui va être de l'économie collaborative, Monsieur le Président. C'est pas peu dire. Il y a 10 ans, on n'aurait même jamais pensé à ça, Monsieur le Président.
Alors, d'où l'importance de vraiment se décoller le nez de sur la vitre, là, de ne pas juste gérer à petite semaine en fonction des contraintes du présent, puis de prendre du recul, puis de regarder le mouvement qu'on est en train de faire, les choix qu'on fait aujourd'hui, ils vont influencer pour des années à venir. Hein? C'est une explosion d'opportunités, c'est une accessibilité, c'est une déstructuration du marché, c'est plus d'expérience, plus de possibilités, puis le grand gagnant, c'est le consommateur, mais si le grand gagnant, c'est le citoyen entrepreneur qui peut participer d'une façon active à l'activité économique par le biais de ses biens, par le biais de ses services, qu'il peut offrir à sa guise en entrant et en sortant d'un marché. Puis tout ce qui peut tirer vers le bas ces opportunités-là, c'est des opportunités manquées pour l'économie du Québec, des opportunités manquées pour les citoyens du Québec, M. le Président. Puis une grosse partie de ce qui peut tirer vers le bas, c'est la réglementation, d'où l'importance pour le gouvernement d'être hyper sensible quand il décide d'intervenir dans la réglementation pour être sûr de donner une chance à ces technologies émergentes-là de donner les bénéfices qu'ils ont à donner à la communauté. Alors, Monsieur le Président, le potentiel est là. C'est un potentiel qui est énorme et à la première opportunité, on s'aperçoit que le gouvernement refuse de saisir cette opportunité-là. Tous les groupements qui, normalement, lui sont favorables, la Commission, le Conseil du patronat, la Chambre de commerce, la Fédération des chambres du commerce, sont toutes l'implorent de revenir en arrière puis de modifier son projet de loi, M. le Président. Dans un autre spectre, on a Équiterre, on a Transport 2000, qui aussi implore le gouvernement. On a sa propre base militante qui implore le gouvernement. S'il vous plaît, revenez en arrière, modifiez, amendez, servez-vous du génie québécois pour trouver une solution pour faire coexister le modèle traditionnel avec toute cette technologie-là émergente, ces nouvelles opportunités. Puis vous savez quoi, M. le Président? C'est vraiment à regret que je constate que non seulement le gouvernement se refuse à faire ça, mais c'est vraiment de constater que le premier ministre lui-même est le premier artisan de ce refus. C'est d'autant plus surprenant, M. le Président, parce que ce n'est pas ça qui est annoncé du tout de la part du premier ministre. Parce qu'au fil des temps, on a eu plusieurs opportunités où le premier ministre s'est prononcé sur soit l'émergence des nouvelles technologies, M. le Président, ou sur carrément Uber. Je vais citer quelques lignes qu'il a pu dire. C'est comme si on vous disait qu'il faut se mettre dans le milieu du Saint-Laurent pour essayer d'arrêter le flot, que ce soit Uber pour les voitures partagées, que ce soit Netflix pour les vidéos, c'est un phénomène de société irréversible. L'économie de partage, les jeunes sont attachés à ça et c'est une bonne idée, mais il faut que ce soit encadré pour créer un climat de compétition qui est correct pour les autres chauffeurs. OK, on comprend ce mouvement de société qui est en train de se faire, on va l'aménager dans un souci d'équité envers tout le monde. On peut se bercer dans l'illusion qu'on est capable d'arrêter ça et de faire comme si ça n'existait pas, mais ça existe. On doit donc se réunir comme société avec les chauffeurs de taxi qu'on veut traiter équitablement et d'autres partenaires pour voir comment on va encadrer ce milieu de façon équitable et que la compétition soit loyale. Et pour terminer, historiquement, M. le Président, le premier ministre nous a expliqué que tout mouvement qui a cherché à arrêter un développement technologique a échoué. Alors finalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que pour des raisons qu'on ignore, mais des raisons qui sont tristes, le premier ministre lui-même a opté pour laisser aller les forces du statu quo, pour baisser les bras, M. le Président. C'est bien dommage. Hein? Ça nous dénote un manque de vision, ça nous dénote surtout un manque de courage. C'est pour ça, plutôt, M. le Président, que je mentionnais que c'est une opportunité manquée. Puis c'est triste à dire, puis je le dis à mes collègues ici, il y en a qui sont au gouvernement depuis des années, des opportunités manquées, le sol au Québec là, est couvert d'opportunités manquées depuis 2014, est couvert d'opportunités manquées depuis 2013. C'est triste à dire, mais depuis 13 ans, presque sans interruption, M. le Président, on a manqué, le Québec, une foule d'opportunités qui nous auraient permis de contribuer à libérer notre potentiel. Puis celle-là, on ne veut pas la laisser passer. Puis c'est pour ça que le gouvernement, on l'encourage à reculer puis à aller revisiter son projet de loi. Monsieur le Président, on n'a seulement qu'à penser
depuis 2014. Oui, le gouvernement avait un mandat, avait un devoir de chercher à redresser les finances publiques. En même temps, 2 jours après son assermentation, j'entendais le président du Conseil du Trésor de l'époque expliquer que la dernière chose qu'il fallait faire, c'était de faire des coupes paramétriques, c'est-à-dire des coupes mur à mur. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait, M. le Président? Au lieu de saisir cette opportunité-là d'un défi de redressement des finances publiques, mais en même temps savoir très bien que si on faisait des coupes mur à mur, on allait créer des dommages dans le système, bien, on a pris la solution du manque de courage, on a pris la solution du manque de vision, puis on est allé à travers tout l'étage, puis on a coupé partout. Puis ça a laissé des conséquences dramatiques, principalement au niveau de l'éducation, M. le Président. Tellement dramatique qu'aujourd'hui, on a un premier ministre qui s'auto-proclame le premier ministre de l'Éducation, puis qui explique qu'ils vont réinvestir en éducation. Mais ça aurait été tellement simple, M. le Président, en s'engageant dans le programme de restructurer, de réhabiliter les finances publiques du Québec, d'avoir un petit comité qui s'assure de faire une vigie, qu'à chaque fois qu'il y a un geste qui est posé, qui peut vraiment porter atteinte à un certain nombre de services, que ce comité-là puisse lever la main, puis que tout de suite, il y ait un groupe tactique, parce qu'on est bon pour faire des groupes tactiques au gouvernement, qu'il y ait un groupe tactique qui dise « Wow, on est en train de faire quelque chose, que là, l'impact qu'il va avoir, ça va vraiment être contre-productif, ça prend une solution de rechange, on s'assoit, puis on intervient quand on a une solution de rechange. » Si on avait vu cette innovation-là, M. le Président, dans les façons de faire de la part de ce gouvernement-là, qui avait tout un mandat de la part des citoyens du Québec, pensez-vous qu'on serait dans l'état qu'on est là aujourd'hui au niveau de l'éducation au Québec? Non, M. le Président. Hein? On a d'autres exemples, M. le Président. Tout le dossier de l'informatique. On sait depuis si longtemps, puis même notre collègue enseignement de Lévis a produit un rapport Cap sur nos familles qui détaillait les milliards engloutis dans l'informatique. On a un président du Conseil du Trésor qui est arrivé, qui a été nommé par le premier ministre, puis qui s'en va, puis là, il s'est attelé là, avec vraiment détermination à corriger les finances publiques. Il a commencé un petit peu à se mettre les mains dans l'informatique. Qu'est-ce qui est arrivé? On l'a changé de ministère. Honnêtement, je ne sais pas si c'était à sa demande, je ne sais pas, mais je présume que le premier ministre était quand même content de son travail. Mais c'est un autre exemple, M. le Président, d'opportunité manquée. Parce que là, si le gouvernement avait eu de la vision, il aurait vu qu'il y a un travail qui a été entrepris, mais qui n'était pas terminé. Bien, dans un contexte où on oublie la boussole électorale, M. le Président, où on se concentre sur une vision qui vise à être au bénéfice des contribuables, puis de la pérennité de nos services, puis de la pérennité de notre prospérité, qu'est-ce qu'on fait? We bite the bullet. Hein? On continue, puis on y va jusqu'à temps qu'on ait fini. C'est une autre opportunité qu'on a manquée, M. le Président. Puis ça, je pourrais remonter jusqu'en 2003 avec la réingénierie de l'État, quand le premier gouvernement Charest avait eu une opportunité extraordinaire d'apporter tous les changements possibles au niveau de l'appareil de l'État. Il y avait un mandat pour le faire. Il a commencé un petit peu à s'impliquer, à mettre des propositions. Les pancartes ont levé un petit peu dans le chemin, un peu de brouhaha. Il a fermé les livres, M. le Président, ça a été fini. À cette époque-là, on voyait poindre la question de la démographie aujourd'hui, les défis que ça représente. En 2003, là, c'était très d'actualité. Qu'est-ce que le gouvernement a fait, M. le Président? Rien. C'est une opportunité manquée. Ils ont placé, pour des fins peut-être électoralistes, 10 années d'affilée de budget d'augmentation des dépenses de 5 % par année pour nous amener dans l'hécatombe où on était en 2014. Une autre opportunité manquée, M. le Président. Alors, moi, ce que j'attendrais de mon gouvernement aujourd'hui, c'est d'apprendre. C'est la devise du Québec, « Je me souviens ». Bien, qu'ils se souviennent de tous ces rendez-vous manqués, M. le Président, depuis 2003, qui sont encore au pouvoir. On leur tend la main. Retournez faire vos devoirs, on va vous aider. Les jeunes libéraux vont vous aider. S'il vous plaît, retournez. Très bien. Alors, merci. Merci à vous, Monsieur le député de Johnson, pour cette intervention.